L'interview politique de France Info, c'est Florian Philippot qui est notre invité ce matin. Jean-Michel Apathy. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. L'hebdomadaire Le Point publie donc une longue interview d'Emmanuel Macron que vous avez lue, Florian Philippot. Un sentiment général à la lecture? Oui, je l'ai lu de la première ligne à la dernière ligne. Un sentiment général. Sur le style, j'ai trouvé que c'était un peu pompeux. Il veut se donner un petit style, donc ça ressemble parfois à une dissertation de terminale avec quelques citations un peu forcées, appropriées, un peu forcées. Voilà, on connaît l'intellectuel, il y a une forme d'intellectualisme tout le temps chez Emmanuel Macron. Moi, ça m'amuse toujours quand je lis du Fernand Braudel, du Paul Valéry, parce que ça me rappelle des dissertations de terminale. Mais ce sont bien que ça reste de grands auteurs. J'allais vous dire, mais ce sont des références qui moi, à chaque fois, m'interpellent. C'est la France, monsieur. J'allais vous dire ça. Voilà, c'est la France, c'est joli, c'est beau et c'est la culture. Vaut mieux cela que l'inverse. Ceci dit, après, sur le fond, je dois vous dire que j'ai vu quelques points inquiétants. Voilà. D'accord. D'abord, sur le plan social, un Emmanuel Macron qui, avec une espèce d'arrogance d'ailleurs, demande en réalité aux un peu moins pauvres de financer les plus pauvres, pendant que les plus riches, avec la baisse notamment de l'ISF de 3 milliards d'euros par an, eux s'en sortiront extrêmement bien. Cette phrase notamment, les pauvres d'aujourd'hui sont moins souvent les retraités que les jeunes. Oui, enfin, d'abord, je ne vois pas très bien en quoi il aide les jeunes, puisqu'il va leur baisser leurs aides au logement, et peut-être qu'il y aura d'ailleurs une prochaine baisse, si on comprend bien cette interview. Oui, et puis les retraités, il va effectivement, pour 60% d'entre eux, en tout cas, il va les matraquer avec cette augmentation non compensée de la CSG, et on sait qu'il y a aussi beaucoup de retraités pauvres. Sur le reste, et je crois que ça, c'est un point dont j'ai peu entendu parler dans les médias, son projet européen, lui, est franchement inquiétant. Ah, d'accord. Quand il nous dit qu'il veut sur la zone euro un budget, un exécutif, un parlement, c'est-à-dire un budget, un gouvernement, un parlement, il faut quand même que les Français comprennent que ça veut dire une fédéralisation totale, achevée, aboutie de l'Europe. Et quand il explique que ce budget de la zone euro doit représenter quelques points de PIB de la zone euro, c'est pas technique. Il faut quand même, ça paraît technique, il faut que les Français comprennent ce que ça veut dire. Le PIB de la zone euro, c'est 12 000 milliards d'euros. Donc, quelques points de PIB de la zone euro, c'est à minima 250 milliards d'euros par an de budget. 250 milliards par an de budget, c'est-à-dire que la France y contribuerait à minima à 50 milliards par an. Donc ça, il faut quand même que les gens comprennent que c'est un transfert d'argent massif qui viendra de leur poche, du contribuable français, dans le but de fédéraliser une zone qui pourtant ne fonctionne déjà pas. Qui veut aller encore plus loin en fait, dans ce qui fonctionne ça pas. Peut financer une Europe de la défense, ça peut permettre de lever des emprunts pour faire de la relance économique, ça dépend ce qu'on en fait. On peut aussi faire disparaître la France. Un budget, ça dépend ce qu'on en fait. On peut faire disparaître l'État français, puisqu'il parle de frontières. Effectivement, vous avez raison, il parle de défense européenne, il parle de frontières européennes. Alors, au milieu de cela, il nous dit « je veux que la France redevienne une grande puissance ». C'est très joli, ça me fait plaisir. Mais quand 2 lignes plus tard, il explique que tout ça se fera dans le cadre d'une zone euro fédérale, je ne vois pas très bien ce qu'il reste de la France, et encore moins d'une France grande puissance. D'autant que si vous parlez de défense, il y a un autre terme assez choquant dans cette interview, et c'est lorsqu'il explique que ce qui s'est passé avec le chef d'état-major des armées, le général de Villiers, c'était, je le cite, une tempête dans un verre d'eau. Non, le malaise dans l'armée, c'est beaucoup plus qu'une tempête dans un verre d'eau, c'est beaucoup plus profond et ça doit être respecté et traité surtout. On va en reparler. Réforme du Code du travail. Nous aurons à midi les décisions prises par le gouvernement, puisqu'Édouard Philippe fait une conférence de presse. Dans cette interview, Emmanuel Macron, on va en voir, et je vais les lire pour nos auditeurs, un extrait. Il dit qu'il est important de permettre à des petites entreprises, notamment, vous parlez beaucoup vous-même au Front National, des petites entreprises, de négocier elles-mêmes, qu'il y ait un syndicat ou pas, de négocier à l'intérieur de l'entreprise certaines dispositions. Je souhaite donner plus de place à la négociation d'entreprise. Les salariés sont les mieux placés pour négocier. Cette pétition de principe, vous pourriez la faire vôtre ou pas, Florian Philippot? Sur le principe, pourquoi pas? Oui. Moi, je suis pour la démocratie directe au niveau national. On peut l'être aussi au niveau d'une entreprise. Ça ne me choque pas. C'est rarement dit chez vous, mais c'est bien. Non, mais pourquoi pas? Je veux dire, d'autant qu'au ce moment, on sait que les syndicats sont particulièrement faibles et non représentatifs. Et donc, évidemment, il faut bien trouver des moyens de discussion et des moyens de démocratie interne si les syndicats ne peuvent pas jouer leur rôle. Ça supposerait cela, et ce qui serait souhaitable d'ailleurs, une réforme syndicale pour ouvrir la diversité syndicale et permettre d'avoir en France l'émergence de vrais syndicats représentatifs. Donc négociation des entreprises, oui, c'est bien. Non, négociation, non. Je parle moi du référendum à l'intérieur des entreprises. Oui, par contre, si vous me parlez des accords d'entreprise, ça c'est autre chose. La primauté des accords d'entreprise sur l'accord de branche, ça non. Voilà, parce que ça crée une concurrence de tous contre tous.
Ça dépend des domaines. Et ça se fera au bénéfice des grandes entreprises, pas des PME, pas des TPE. Si on a bien compris Jean-Claude Mailly, les branches seraient préservées dans de nombreux cas pour les négociations. C'est ce qu'il a pu dire, ce qui amène Force ouvrière à dire nous ne nous associerons pas aux manifestations que la CGT, par exemple, prépare. Oui, nous verrons tout cela dans quelques heures quand nous aurons les ordonnances dans le détail. Oui, les syndicats sont pas très actifs contre cette loi travail. Vous le regrettez ? Oui, ça montre leur faiblesse. Mais leur faiblesse, je ne sais pas, la CGT pareil. Non, c'est une. Je ne sais pas pourquoi les syndicats soit ne font rien, soit appellent toujours à ces sempiternelles journées de mobilisation dont on sait, je suis désolé, mais enfin on sait très bien qu'à l'avance que globalement elles ne serviront pas à grand chose. Enfin ils ont le droit d'être d'accord après tout. Oui, bien sûr. et de soutenir une partie de la réforme. Vous-même, par exemple, je vois que les Français eux sont inquiets et à raison parce qu'il n'y a pas que ça dans ce texte. Mais plus de flexibilité, par exemple, c'est quelque chose que vous soutenez ? Non, parce que c'est synonyme dans cette réforme de précarisation. Je le dis, la primauté des accords d'entreprise, c'est extrêmement dangereux. Si on affaiblit le cadre légal et les accords de branche, c'est évidemment mettre en état de faiblesse les salariés. Parce que dans un pays qui compte plus de 6 millions de chômeurs, qui, en négociation, est le plus faible ? C'est celui qui veut garder son boulot ou qui veut l'obtenir. Et donc, il est prêt à tout accepter, quasiment. Donc, on voit bien que c'est un élément de précarisation. Je ne parle même pas du plafonnement des indemnités de licenciement abusif devant les prud'hommes. Là aussi, ça me paraît être un recul. Et d'une augmentation des indemnités légales avec peut-être un plancher qui sera défini. Mais globalement, c'est une perte. Et on voit bien que l'inspiration générale de ce texte, cette loi travail XXL, c'est, encore une fois... Bruxelles. Je vous l'enlève. Et ça rime avec... Vous voyez, ça rime, je m'en rends compte pour la première fois, ça rime avec XXL. Ce sera un moyen mnémotechnique pour le retenir, pour que les gens sachent que cette loi, ça vient de Bruxelles, c'est écrit dans les textes. Je ne le dis pas par hasard, c'est écrit, il suffit de lire les recommandations de la Commission européenne. Les dernières recommandations d'ailleurs que les Français s'y jettent, s'y reportent, ils verront que la Commission demande à ce que le SMIC soit modéré le plus possible. C'est-à-dire qu'on maintienne très bas leur pouvoir d'achat. Vous restez avec nous, il est 8h40, voici l'essentiel de l'info avec Edwige Coupez. Dernière réunion sur la réforme du Code du travail. Syndicats et patronats sont reçus dans un peu plus d'une heure, vers 10h, par la ministre du Travail et par le Premier ministre, Édouard Philippe, qui dévoilera ensuite à midi le contenu des ordonnances, 150 à 200 pages, la conclusion de 3 mois de concertation avec les partenaires sociaux. Alors Emmanuel Macron se dit prêt à affronter une opposition frontale sur le sujet. Il le dit dans cette longue interview au Point. La CGT, on le sait, appelle à manifester, ce sera le 12 septembre prochain, et FO a finalement décidé de ne pas se joindre à cette journée d'action. Dans le reste de l'actualité, il y a les recherches en Isère qui continuent. Un drone a été mobilisé pour scanner le terrain et aider les gendarmes dans leurs recherches. Il n'y a toujours aucune trace de Maëlys, disparue depuis 4 jours, pas le moindre indice. Les auditions des témoins continuent, 250 personnes au total doivent être entendues. Au Texas, les 2 principaux aéroports de Houston ont pu rouvrir, des autoroutes aussi. La décrue s'amorce lentement, il pleut toujours et les inondations vont encore sûrement durer plusieurs jours. La tempête Harvey est maintenant au-dessus de la Louisiane. France Info. Florian Philippot est notre invité ce matin. Jean-Michel Apathy. Je voulais qu'on revienne, pour en terminer, sur l'interview d'Emmanuel Macron aux différends qu'il a opposés aux militaires et qui a conduit à la démission du chef d'état-major Pierre de Villiers. Dans cette interview, Emmanuel Macron redit ce qui lui paraît être une position de principe importante. L'autorité militaire rend compte à l'institution civile et politique et non le contraire. Et dans l'interview, il fait référence, pour justifier cette position de principe, au général de Gaulle en 1958. Et il dit c'est un militaire, de Gaulle, qui, bien entendu, a beaucoup insisté sur cette primauté du pouvoir civil sur le pouvoir militaire. Et comme vous dites, Florian Philippot, moi je suis gaulliste, j'ai le gaullisme qui coule dans les veines, je me dis au moins avec cette partie de l'interview, vous ne pouvez qu'être d'accord. Et puis peut-être pas finalement. C'est-à-dire que le seul problème, c'est que pourquoi a-t-il besoin de répéter cela ? Est-ce qu'il a vu un putschiste en France ? Il répète ça parce qu'on lui pose la question. Ou un carteron de généraux en retraite qui voudrait faire un putsch. Est-ce qu'il a vu ça ? Non. Personne ne remet en cause cela. N'importe quel militaire en France sait que le chef des armées, c'est le président de la République. Et y compris le général de Villiers le savait, il ne l'a jamais remis en cause. Il a eu l'outrecuidance de dire la vérité sur le budget des armées en commission parlementaire, ce qui est quand même son rôle, ce qu'on lui demande. Parce que si on a le droit de rien dire en commission parlementaire, alors notre démocratie est bien malade. Non, là, je trouve qu'il est extrêmement léger, qu'il n'a pas compris la crise
la rupture qu'il y avait entre lui d'ailleurs et l'armée française. Vous pensez qu'il y a une rupture? Oui, je pense qu'il y a une peu rupture. excessif, non? Non, je pense qu'il y a une vraie rupture. Les militaires, comment se traduit la rupture? Je pense que son comportement a traduit, qui n'était pas un comportement de chef d'État, mais plutôt de petit chef, qui piétinait des pieds en rappelant qu'il était le chef, et il le refait dans cette interview. Ça va de soi, bien sûr. Et le général de Gaulle, il le cite lui-même, ça allait de soi. Il n'a pas eu besoin de dire « je suis le chef ». Il dit dans cette interview, si je n'avais rien dit, si je n'avais rien fait, qu'est-ce que je n'aurais pas entendu? On aurait dit que je n'ai pas de pouvoir, je suis trop faible. Oui, ça c'est une rhétorique un peu à la Sarkozy, où on prend toujours l'inverse pour essayer de justifier ce qu'on a fait, mais ça fonctionne pour ceux qui ne sont pas très attentifs. Mais en réalité, ça n'a pas beaucoup de sens sur le fond. Non, on lui demande de faire simplement son travail. Maintenant, le problème de fond de l'armée, ce sont évidemment ses missions et ses moyens, voilà, qui ont été quand même très affaiblis du temps notamment de Nicolas Sarkozy, pas vraiment rétablis sous François Hollande. Et là, on a eu cette année une annulation de crédit de 850 millions d'euros, ce qui n'était pas... Je n'ai rien vu de très rassurant dans cette interview sur l'armée française, et encore moins sur les missions. Parce que quand il s'agit de parler de terrorisme islamiste, alors là, il n'y a plus personne. Ah bah là, pour le coup... Il n'y a rien de concret dans l'interview là-dessus. Rien, pas une proposition. Vous lui reprochez pas vous spécifiquement, mais enfin, on reproche souvent d'ailleurs aux hommes politiques de ne pas nommer ce qu'on appelle l'ennemi, il le fait. Et il dit même au passage que l'Arabie Saoudite et le Qatar ont financé le terrorisme, ce qui est assez rare, voire exceptionnel pour un chef de l'État. Voilà donc ce que l'on pouvait dire de l'interview d'Emmanuel Macron. Maintenant, il faut passer, c'est déjà mieux, ça fait 10 ans qu'on le demande, c'est déjà pas mal. Voilà. Maintenant, il faut passer à la deuxième phase, on agit. Qu'est-ce qu'on fait sur les frontières nationales? La fermeture des mosquées radicales, l'expulsion des fichiers étrangers et tout le reste, c'est-à-dire des mesures qu'on attend de la part de l'État. C'était l'interview d'Emmanuel Macron dans Le Point, qui est le principal opposant à Emmanuel Macron. Alors, de l'avis général, c'est la France insoumise, et Jean-Luc Mélenchon, vous allez l'entendre, partage cet avis. C'était début août, lors de la fin de la session extraordinaire du Parlement. C'est plutôt la déconfiture et l'enlisement du cortège présidentiel et l'émergence, si vous le permettez, qu'on ait un peu quand même d'orgueil à la fin, et notre émergence sur cette scène, et à partir de là, c'est nous qui donnons le là. Parce que si vous voulez être dans l'opposition, maintenant, il faut faire au moins aussi bien que la France insoumise. C'est la France insoumise qui donne le là. Vu de loin, ça paraît pas faux. S'il souhaite le croire, on ne va pas lui enlever ce plaisir. Vous le croyez pas? Non. Non, je pense. Alors, qui est la principale force d'opposition? Je pense qu'il n'y a en réalité qu'une seule opposition structurée, cohérente, qui est l'opposition que nous incarnons, que nos élus incarnent à l'Assemblée nationale, que le Front national incarne et que le camp patriotique doit incarner, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait face à un projet qui est ouvertement mondialiste? Mais c'est subjectif, mais on ne vous entend pas. C'est subjectif, mais pas si on entend Jean-Luc Mélenchon, il était à Marseille dimanche, il annonce une manifestation contre la loi travail le 23. Le Front national... Mais il a toujours fait ça, et il va manifester très bien. Enfin, qu'est-ce que ça amène de concret? Je pense que, si vous voulez... Moi, je l'ai entendu d'ailleurs à Marseille, je l'ai entendu parler des électeurs du Front National en les traitant de gros ballots. Des ballots, voilà. Bon, c'est bien, pour quelqu'un qui veut être l'incarnation du peuple, il commence par insulter le peuple, c'est formidable. Je pense pas que c'est comme cela, par l'insulte, qu'il va récupérer des électeurs. Hein. Moi, je pense qu'au contraire, il va les faire fuir. Mais bon, ça, c'est son problème. Et vous, dans tout ça, est-ce que vous êtes encore en convalescence? On n'est pas en convalescence. Vous savez, nous, M. Mélenchon était 4e de l'élection présidentielle, comme en 2012, il était déjà 4e. Okay. Le Front National est en pleine forme, alors. Nous, on était 3e, cette fois, on était 2nd, donc on a progressé. Et surtout, je pense que nous incarnons quelque chose de beaucoup plus cohérent. C'est-à-dire que Mélenchon, quand il parle de la loi travail, il ne vous dira pas ce que j'ai dit sur l'Union européenne. Il n'ira pas à la source. Il n'expliquera jamais ça aux Français. Pourquoi on fait l'austérité? Ce n'est pas parce qu'ils sont méchants. C'est pas parce que Sarkozy, Hollande et Macron sont des méchants. C'est pas parce que le grand patron il est méchant. C'est qu'il y a un projet derrière tout cela. Et le projet de précarisation, il vient bien de quelque part. Et il vient bien notamment de cette idée mondialiste qui imprègne l'idéologie ouvertement d'Emmanuel Macron. Et il faut y répondre. Et la seule opposition, c'est le patriotisme. C'est le patriotisme économique, c'est le patriotisme alimentaire, c'est le patriotisme agricole. Je prends d'autres exemples. Là, la France, par exemple, va voter contre ce que demande la Commission européenne, c'est-à-dire étendre l'utilisation possible en France du glyphosate. Vous savez, qui est classé comme cancérogène probable. Le glyphosate dans le Roundup. La France n'a pas sa souveraineté pour interdire sur son propre sol ce poison.
Bon. Et c'est un vrai problème. Donc ça, si vous voulez, si on ne va pas au fond des choses et qu'on n'explique pas aux Français tout cela, de la même manière sur l'immigration, sur l'insécurité, sur le terrorisme islamiste, si on n'explique pas qu'on a besoin d'être souverain pour avoir une armée souveraine, pour avoir des frontières nationales pour se protéger, alors on ne fait pas le boulot. Et ça, je crois que Jean-Luc Mélenchon est incapable de le faire. Mais vous, on se demande ce que vous êtes capable de faire. C'est-à-dire expliquer tout cela. Quand cette sortie de l'été et cette rentrée de septembre, on se dit, tiens, où est le Front National ? Robert Ménard, qui est associé au Front National et pas au Front National, il est maire de Béziers, a mis le doigt sur quelque chose qui est évidemment un problème au Front National, mais la question est un peu taboue. Robert Ménard, dans un texte qui a beaucoup fait réagir visiblement à l'intérieur du Front National la semaine dernière, pose la question, Marine Le Pen est-elle aujourd'hui en position de porter le Front National au pouvoir? C'est un texte du 23 août. Alors, au Front National, il y a déjà des gens qui ont répondu. Bien sûr, Marine Le Pen. On va écouter par exemple Gilbert Collard. Il faut qu'on définisse un programme qui nous permette de créer une union des droites patriotiques. Derrière Marine Le Pen. Derrière Marine Le Pen. Vous ne voulez pas que ce soit derrière M. Dupont-Aignan ou derrière M. Philippot. Voilà, la chute nous a amusés. Marine Le Pen est-elle en situation encore de représenter le Front National? Gilles a raison. Moi, je ne ferai jamais ce qu'il appelle l'union des droites, qui me semble être un vieux machin d'il y a 30 ans et qui n'a jamais fonctionné, qui n'a aucun sens. On ne va pas s'allier avec des gens qui, hier, sous Sarkozy, ont enfumé à plein tube, devaient sortir le Karcher, ils n'ont rien sorti, devaient réduire l'immigration, ils en ont fait plus que Jospin, et se sont soumis comme les autres à l'Union européenne en nous faisant avaler notamment le traité de Lisbonne. Et aujourd'hui, ils défendent la loi travail. Donc on n'a rien à voir avec ces gens-là. Après qu'il y ait des patriotes à droite, comme il y en a à gauche, ça c'est une évidence, et on doit leur parler, et on doit les faire venir. Mais Robert Ménard, je lui ai déjà répondu. Oui, bien sûr. Bon, mais voilà. est-ce qu'il y a un problème de Marine Le Pen, de leadership? Ménard, il reviendra avant les investitures comme d'habitude et il sera beaucoup plus gentil. De leadership. Dites donc, c'est sympa l'ambiance non, dans votre camp en ce moment-là. Non mais écoutez, là, vous venez d'envoyer un premier tacle à M. Collard, un deuxième à M. Ménard. Vous venez de dire que vous étiez complètement contre ce qu'il disait. Moi, je suis contre, mais tout le monde le sait, je l'ai déjà dit. Je suis contre l'union des droites. Je pense que ça n'a aucun sens. Faire une alliance avec ceux qui nous ont trahis hier et qui sont dans le logiciel européiste et immigrationniste, ce serait trahir nos électeurs. Florian Philippot, par contre, faire une alliance avec Dupont-Aignan, avec les souverainistes, les gaullistes sincères, les patriotes sincères de droite et de gauche, j'y suis à 100% favorable. Vous restez avec nous parce que vous n'avez pas vraiment répondu à la question sur Marine Le Pen. Ce sera juste après l'essentiel de l'info avec Edwige Coupez. Il est 8h50. Et l'actualité, c'est ces 15 pages pour défendre ses réformes et ses premières mesures. Longue interview d'Emmanuel Macron dans Le Point ce matin. Alors, pas de bilan de son action. Il s'y refuse au bout de 100 jours. C'est trop court, dit-il. Il fait quelques annonces sur les APL, notamment. Il veut aller plus loin que la baisse de 5 €. Il demande une transformation profonde. Il veut faire baisser les loyers. Rien, en revanche, sur la réforme du Code du travail. Le Premier ministre et la ministre du Travail vont dévoiler les ordonnances, le contenu des ordonnances tout à l'heure à midi. Une réforme équilibrée pour libérer tout en protégeant. C'est ce qu'a expliqué François Patriat, sénateur de La République En Marche. Il était ce matin sur France Info. Ce soir, Emmanuel Macron sera dans les tribunes du Stade de France avec le Premier ministre néerlandais pour assister au match France-Pays-Bas. Qualificatif pour le Mondial 2018 en Russie. Et attention, en cas de défaite, les Bleus risquent de devoir passer par les barrages. Une mise en examen enfin, celle de l'homme qui a foncé sur des militaires de l'opération Sentinelle. C'était en août à Levallois-Perret. Il n'a pas encore pu être interrogé puisqu'il a été blessé lors de son interpellation. Il sera placé en détention dès que son état de santé le permettra. France Info. Florian Philippot, j'ai pas bien compris au sujet de Marine Le Pen. Je vais vous poser la question un peu brutalement. Est-elle, l'expression n'est pas très jolie, mais démonétisée ? Non, je ne vais pas répondre spontanément parce que j'ai déjà répondu, je crois, la semaine dernière, lorsque M. Ménard a fait sa sortie assez violente contre Marine Le Pen. Je crois être celui d'ailleurs qui est monté au créneau rapidement et qui a dit tout cela est irrespectueux et n'a absolument aucun sens. Voilà. Marine Le Pen a fait presque 11 millions de voix, je le rappelle, à l'élection présidentielle. Et paradoxalement, elle est sortie affaiblie, on le voit bien, que son débat l'a affaiblie. C'est une manière de nier la réalité. Non. On peut comprendre votre discours, mais il y a un problème tout de même, un problème de leadership aujourd'hui. Non, je ne pense pas qu'il y ait un problème de leadership. Moi, je crois qu'on doit travailler sur le fond.
en évitant d'ailleurs la cuisine interne, parce que là, bon, vous me poussez à répondre, je réponds. Mais je veux dire, nous, on doit apparaître comme une grande force de conquête, enthousiasmante, et vous avez du mal. De rassemblement, ouverte, moderne. Moi aussi, j'ai créé l'association Les Patriotes. Ah tiens, c'est vous qui en parlez. Allez-y. Bah oui, si j'en parle, c'est parce que c'est un objectif de fond. L'objectif, c'est de dire comment on fait demain cette grande force patriotique dont avait parlé Marine Le Pen le soir du second tour de la présidentielle, cette force politique nouvelle pour la cité, on doit la faire plus moderne, plus ouverte, plus rassembleuse. On ne doit pas la faire plus petite, plus étriquée, plus et moins ouverte rassembleuse. que ne l'est le Front National. Mais encore plus ouverte, bien sûr. C'est une critique en creux de ce qu'est le Front National. Non, c'est simplement, moi j'y participe de cette aventure depuis 6 ans et je suis très heureux de la progression incroyable qu'on a connue. C'est la plus forte progression de la vie politique française. Mais vous êtes au bout. Mais on n'est pas encore arrivé au pouvoir. Non, on n'est pas encore arrivé au pouvoir. On doit y arriver parce qu'on doit proposer un autre avenir aux Français. L'avenir des Français, ça ne peut pas être des attentats toutes les semaines, de voir des quartiers qui se voilent et la loi de la République qui recule ainsi que la laïcité, de voir des droits des femmes qui reculent par rapport aux droits des hommes, de voir la précarité qui grignote et le chômage qui avance, de voir les retraités faire les poubelles le 15 du mois parce qu'ils n'ont pas de quoi se nourrir. Ça peut pas être un avenir. Ça marche, les Patriotes? Vous êtes combien aujourd'hui? Oui, ça fonctionne. On a des rangs, on est un peu plus de 2000 et on propose du fonds. C'est association-lespatriotes.fr. Je donne l'adresse parce que ceux qui fantasment sur cette association peuvent aller voir d'eux-mêmes ce que c'est, voire adhérer pour nous soutenir. Quand vous dites 2000 personnes, c'est quoi? C'est 2000 personnes qui ont adhéré. Adhéré, tout simplement. Il y a une adhésion qui est à 20 € et qui est même à 10 € pour les jeunes, vous voyez. Hein, c'est pas beaucoup, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Bon, c'est bien pour une association, bien, et puis on est ouvert aux gens du front, on est ouvert au-delà. Vous avez même lancé, parce que c'est critiqué. On travaille, voilà, on avance. On n'arrête pas de vous critiquer au Front National. Ah oui, le moindre prétexte est bon, j'ai remarqué. Comment vous expliquez ça? Ah, je sais pas. Pourquoi? Je sais pas, de la part de certains. Hein. Vous savez, là, je fais faire une tournée dans les fédérations du Front National et c'est pas les militants. Moi, mais pourquoi vous êtes critiqué par les dirigeants? Je les vois, les militants et nos cadres et nos élus qui font un travail sur le terrain remarquable. Pourquoi vous êtes critiqué par les dirigeants? Par certains, c'est comme ça, parce que pour exister, j'en sais rien. Honnêtement, j'ai renoncé. Il y a eu la période Jean-Marie Le Pen, après c'est d'autres. Si, bien sûr, vous le savez, mais vous résistez à l'idée de nous le dire. Non, mais moi, ça m'amuse. Vous ne faites pas partie de la famille, vous êtes soupçonné de quelque chose. Non, si c'est le cas, c'est un peu idiot. Parce qu'on ne va pas rassembler si on reste avec ceux qui sont là depuis 40 ans. Il y a des gens qui sont extrêmement bien depuis 40 ans, qui ont fait un boulot que je respecte infiniment. Il faut continuer à s'ouvrir. Mais avez-vous envisagé de quitter le Front National ces dernières semaines? Non, pas du tout. Non, je dis que je quitterai le parti si un jour il abandonnait lui-même complètement son combat, mais je ne vois pas pourquoi il abandonnerait son combat s'il n'était plus patriote. Vous avez commencé une phrase, vous savez, alors je ne sais pas ce qu'il y avait derrière, parce qu'on n'est pas sûr de savoir. Non, mais j'ai vu alors une critique sur... J'ai lancé un forum associatif sur le site de mon association. L'Agora des Patriotes. C'était le drame du siècle, le drame de l'été. Non mais au bout d'un moment, stop. Vous vous rendez compte des signaux qu'on envoie? Des signaux? Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter n'importe quel prétexte, parce que ça va finir par devenir ridicule. C'est n'importe quel prétexte pour vous critiquer. Voilà. Après, si vous voulez que chacun, on peut le faire, on peut faire le boulot. Moi, je peux le faire en toute transparence. Je mets sur la table. Voilà ce que j'ai fait pour le Front National cet été. J'ai fait ça. J'ai préparé la rentrée, j'ai fait les communications, j'ai préparé les tracts, j'ai travaillé sur ça. Je ne suis pas le seul à avoir travaillé, je vous rassure. Mais il y en a qui ne bossent pas. Non, mais on peut faire le petit jeu à la rentrée si vous voulez. Toi, tu as fait quoi cet été pour le Front National? Allez, dis-moi. Allez, sors-moi tout de suite ce que tu as fait pour le Front National cet été. On va s'amuser. Pas grand-chose. Non, mais je veux dire, ça, c'est facile. Moi, quand on me critique... Nicolas B, il n'a pas fait grand-chose. Je ne parle pas de Nicolas. Nicolas, il bosse avec le secrétaire général. Mais quand on me critique... Vous pensez à qui, alors? Quand on me critique, il faut être en face capable d'aligner les choses. Voilà, c'est tout. Maintenant, moi, je pense que faire ce boulot de fond face à Macron, de rassemblement, de conquête et de proposer une alternative politique à tout niveau, c'est là-dessus qu'on est attendu. Les petites histoires internes, la cuisine interne, ça n'intéresse personne, même pas nos militants, et ils ont bien raison. Ça peut nous aider, nous, à perfectionner les campagnes électorales, etc. Et c'est bien. Mais ce qu'on doit, c'est qu'est-ce qu'on fait face à la hausse de la CSG? Comment on défend le patriotisme économique? Comment on aide nos PME? Comment on baisse leurs charges? On baissera leurs charges quand on aura baissé le chômage. Il n'y a pas d'autre solution. Et comment on baisse le chômage? On change de politique. Voilà. Comment on sécurise les Français? Comment on lutte pour l'égalité homme-femme dans les quartiers où elle est menacée par l'islamisme radical, etc. C'est là-dessus, je crois, qu'on est attendu. Je ne parle même pas de l'école, de la santé, de l'écologie, qui sont des sujets essentiels. Et tout cela, on en discute d'ailleurs sur le forum que j'ai mis en place. Vous avez raison, Florian Philippot. Les petites affaires des partis ne sont pas intéressantes. Et si nous, on s'y intéresse, c'est parce que ça dit l'efficacité ou pas d'une famille politique. Et on comprend qu'au Front National, aujourd'hui, il y a quelques réglages. Je voulais vous interroger, pour en terminer, sur un fait de société important. L'équipe de France va rencontrer les Pays-Bas ce soir au Stade de France. C'est dans la perspective de la prochaine Coupe du Monde. Et il est arrivé cet été quelque chose qui a suscité beaucoup d'effervescence et d'émotion, l'arrivée de Neymar à Paris. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez.
Je ne suis pas le plus grand fan à la base de foot. Je crois qu'il y en a c'est un fait de société. Au moins un ici. C'est un fait de société. Mais vous parlez souvent du peuple, c'est quelque chose de populaire, le football. Oui, j'ai bien vu. Et j'ai bien vu l'enthousiasme que ça suscitait. Alors je regarde et je ne me permettrai pas de critiquer ou de juger. Sur les montants, je comprends aussi qu'on puisse être extrêmement choqué par ces montants maintenant du foot business qui sont quand même impressionnants. Mais je dis, soyons alors constructifs. Par exemple, mettons en place un système pour que quand il y a un transfert aussi important, il y ait une obligation pour le club qui achète de mettre au moins 10% pour financer les petits clubs sportifs en France, qui eux parfois tirent la langue parce qu'ils demandent 3 000 € de subvention au conseil départemental ou à la ville. C'est souvent le cas parce que les clubs qui ont formé le joueur devenu une star récupèrent une partie de l'argent du transfert. La grande masse des petits clubs en France n'ont pas formé ces gens-là. Et donc dans les petites villes, dans les communes, il y en a partout. Et je crois que ce serait intéressant. Là, on était, je crois, sur 220 millions d'euros. Ça ferait 22 millions d'euros. Et je crois que ça serait très bien pour tout le monde. Merci beaucoup, Florian Philippot, d'avoir été notre invité ce matin sur France Info.